Merci Lina et Marco pour cette opportunité. Moi et Lina convenons que c'est très important d'évaluer les services publics. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce qu'on appelle l'économie fondamentale, car c'est une façon d'envisager les services publics dans un contexte plus grand, observer les liens entre ces services et l'économie générale. Je commencerai par ce que l'on entend par économie fondamentale, comment elle est liée aux services publics et pourquoi elle est importante, comment nous en sommes arrivés là et ce qui a mal tourné. Ensuite, Angelo nous parlera de l'importance de renouveler l'économie fondamentale pour la durabilité sous tous ses aspects. Et ensuite, il parlera probablement de l'aspect le plus important, c'est comment on peut le faire, car il est beaucoup plus difficile de réfléchir à la manière de les mettre en œuvre. Les pragmatismes politiques, les alliances sont la partie fondamentale de nos arguments. Telle est la structure de notre présentation. Il faut commencer par le présent. Nous avons eu ce rappel brutal de ce qui est important, les services essentiels dont beaucoup sont des services publics et aussi les personnes, les travailleurs clés, comme nous les avons appelés, qui fournissent ces services. We've had this very brutal reminder about what's important, the essentials. C'était un rappel important de l'importance de ces services pour notre bien-être quotidien, pour la cohésion sociale, pour la pérennité de notre économie et de notre société. C'est vrai que ce sont des domaines dans lesquels on est devenu très complaisant et on ne les a pas considérés très importants ou de haut niveau. C'est là que l'économie fondamentale entre en jeu. Il y a un chevauchement très fort entre les groupes de services et les groupes de travailleurs que chaque économie a identifié comme important. Et c'est l'objectif de l'économie fondamentale qu'Angelo et moi avons analysé au fil des ans. L'économie fondamentale concerne vraiment l'attention sur les systèmes, sur les infrastructures de notre vie quotidienne, des choses dont nous avons besoin chaque jour pour pouvoir vivre. Certainement, quand ils ne fonctionnent pas, des inconvénients sont créés. Nous pouvons penser en termes de services providentiels, des soins de santé, d'éducation, puis nous pouvons penser aux services matériels, à l'eau et à l'assainissement, à l'énergie et au transport, au logement, aux communications, à la distribution de nourriture, etc. Ce sont les services de base indispensables au quotidien. We can think about material services, water and sanitation, energy, transportation, housing. Donc, on a observé l'économie d'une manière différente, au lieu de parler d'économie comme une unité homogène, mais plutôt comme une série de zones interconnectées. Les idées traditionnelles se concentrent souvent sur les domaines ci-dessus, l'économie concurrentielle, négociable, les biens et services négociables, en particulier ceux de haute technologie, qui sont également une très petite composante de l'économie négociable et compétitive. Le reste de l'économie a tendance à être oublié dans de nombreuses politiques officielles. Une grande partie de l'économie traitant des choses quotidiennes, une coupe de cheveux, l'achat de meubles, trouver du temps pour les vacances, ces choses sont importantes pour nous du point de vue culturel, social. Ce sont une partie substantielle de l'économie. Ensuite, nous avons les domaines de l'économie fondamentale, c'est-à-dire les services clés essentiels, déterminés par le fait qu'ils sont souvent produits ou conçus sur une base collective. Par exemple, je peux sortir cet après-midi et décider d'aller chez les coiffeurs. C'est une décision de consommation privée que j'organise et paye personnellement. Et tant d'autres choses, mon logement, l'approvisionnement en eau, sont fournis, consommés ou produits souvent sur une base collective, dépendent d'autres qui les organisent et les mettent à ma disposition de manière appropriée. Et puis, il y a l'économie centrale où la plupart des services offerts sont liés à l'assistance. C'est donc une partie très importante de l'économie. Voilà donc les pivots, mais quels sont les objectifs ?
L'objectif devrait être une attention directe au bien-être et à la qualité de vie. On devrait arrêter de supposer que ceux-ci peuvent être indirectement garantis en apportant une croissance économique. Nous savons que ce n'est pas le cas pour un grand nombre de personnes. Alors, au lieu de penser que la croissance économique apportera sécurité, bien-être et qualité de vie, nous passons directement aux choses qui comptent et réfléchissons à la manière dont elles sont fournies et organisées. Angelo et moi sommes membres de ce qu'on appelle le collectif de l'économie fondamentale. Depuis 2013, nous écrivons divers rapports, livres, organisons des réunions annuelles et essayons de développer une sorte de projet de recherche multinationale interdisciplinaire. Le livre de base sur l'économie fondamentale de 2018 a été publié en plusieurs langues et nous travaillons déjà sur les prochains projets. Il existe un petit programme de recherche sur l'économie fondamentale. Nous expliquons l'importance de l'économie fondamentale, surtout à l'avenir. Comment pouvons-nous renouveler notre économie et comment penser au bien-être dans l'avenir. Du point de vue de la demande, le bien-être de la famille dépend de ces éléments essentiels de base. Évidemment, les revenus monétaires sont très importants car ils contrôlent notre capacité à acheter les choses dont nous avons besoin, mais les revenus seuls ne résolvent pas notre problème d'accès aux soins de santé, d'accès au logement de qualité. Il faut se concentrer sur les services providentiels, les choses que nous croyons, en particulier en Europe, comme capables de nous rendre civils, l'instruction universelle, les soins de santé universels. Il faut se concentrer sur les infrastructures matérielles, les systèmes des tuyaux, les câbles et les networks. Tout ce qui rend notre vie à la fois sûre et possible, nous permet de bouger et de communiquer. On peut les considérer comme notre capital quotidien, dont dépendent de nombreuses autres choses qu'il faut faire dans la vie. Notre citoyenneté économique, sociale, culturelle et politique en dépend. Du point de vue de l'offre, l'économie fondamentale est toujours importante si l'on prend comme valeur l'emploi. Dans des économies comme le Royaume-Uni et l'Allemagne, l'économie fondamentale fournit 40% de l'emploi. En Italie, un peu moins, mais on parle toujours d'un morceau significatif de l'économie. Ces services fournissent non seulement une infrastructure quotidienne pour nous citoyens, mais reflètent également la qualité des emplois que beaucoup d'entre nous occupent. Une valeur ajoutée de l'économie fondamentale. Ce qu'il est important de se rappeler maintenant, c'est l'importance des systèmes fondamentaux. Tous ces systèmes de base, eau potable, électricité, logement décent, ont été introduits vers la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. On peut penser à un âge d'or de la construction, à l'introduction de ces systèmes, souvent pour résoudre les problèmes de santé publique dans des lieux ouverts, pour faire face aux problèmes des maladies, d'eau potable, d'assainissement et de services essentiels. Collectivement, ces services ont contribué à augmenter l'espérance de vie grâce au développement de ces infrastructures. Nous avons ajouté 20 ans à l'espérance de vie, favorisant également le bien-être et l'intégration des citoyens. Il faut se rappeler des résultats obtenus dans la construction de ces infrastructures, mais aussi comment nous y sommes arrivés. L'État central a joué un rôle fondamental, a joué différents types de rôles, a collaboré avec différents partenaires. Nous ne devons donc pas supposer que l'État central fait tout. L'État joue des rôles différents avec différentes personnes. Mais à ce stade, il est également évident que si d'une part nous avons obtenu de grandes réalisations historiques, d'autre part on n'a pas pu maintenir et protéger les systèmes. Et beaucoup d'entre eux sont actuellement en crise pour diverses raisons. Négligence politique, les systèmes d'eau et les systèmes de transport ne se sont peut-être pas révélés être des questions très intéressantes pour les politiciens.
austérité budgétaire, en particulier au cours de la dernière décennie, puis réorganisation, privatisation, financiarisation, fragmentation. Tous ces éléments ont été largement utilisés dans les systèmes fondamentaux et les conséquences sont visibles. Services inadéquats, dans de nombreux cas, l'inégalité d'accès, détérioration de la qualité des systèmes, dysfonctionnement spécifique des systèmes, crise systémique. Puis, pour revenir au présent, la santé publique étant en premier lieu l'une des motivations clés du développement de ces systèmes. Elle est aujourd'hui l'une des choses fondamentales qui inquiètent nos sociétés et qui a conduit à des dissensions. Et maintenant, je donne la parole à Angelo. Thank you, Julie. Merci Julie. Le collectif d'économie fondamentale a fourni de nombreuses analyses critiques, mais également adopté une approche proactive. Nous ne sommes pas vraiment enclins à un monde tel qu'il est parce que l'économie n'est évidemment pas un monde homogène. Cependant, on s'est mis d'accord sur un petit ensemble de principes de base pour restaurer la centralité et l'accessibilité de l'économie fondamentale. Donc, tout d'abord, au lieu de viser une économie ultra-compétitive qui ne garantisse pas une bonne vie à beaucoup, il faut nous soucier du bien-être des citoyens actuels et futurs. Il ne s'agit pas de remplacer ce qui a été perdu ou simplement d'être résilient, mais de devenir le nouvel équilibre, même en considérant qu'investir dans l'économie fondamentale implique de faire face aux urgences climatiques et environnementales. Étant donné que bon nombre des activités économiques les plus émettrices de carbone proviennent des activités principales, construction, transport, production d'électricité, les investissements dans ces secteurs sont essentiels pour réduire l'impact sur l'environnement et le climat. Mettre l'accent sur la qualité de vie et la durabilité plutôt que sur la compétitivité et la rentabilité signifie reconnaître l'importance des infrastructures sociales et l'utilisation collective de biens et services. Non seulement de la prévalence de la consommation privée. Quel est le point de départ? Il peut être des expériences d'innovation sociale radicales. Les territoires européens regorgent d'expériences innovantes et des fondations qui impliquent parfois les administrations locales. Non seulement dans les grandes villes qui ont des traditions collectives comme Vienne, Barcelone, Berlin, mais aussi parfois dans un contexte périphérique et rural, où la corrosion des fondations est peut-être plus évidente et provoque également les dépeuplements. Certaines activités économiques peuvent en effet être repensées à l'échelle territoriale, pensées à la pleine production et distribution, mais cela peut être étendu à la production d'énergie, au traitement des déchets, à la gestion de l'épuration des eaux usées. Ces expériences innovantes ne sont probablement pas encore prises en considération, mais servent d'exemple de la manière dont les activités économiques les plus importantes peuvent être repensées en donnant la priorité à la qualité de vie et à la durabilité. Évidemment, de nombreuses activités ne peuvent pas être gérées à l'échelle territoriale. Pensez aux télécommunications, à l'instruction publique, au système de santé. Pour ces raisons, construire l'avenir de l'économie fondamentale nécessite une approche multiscalaire qui inclut des formes de coordination sur les financements au niveau national et international. Les Recovery Funds européens, après l'épidémie, sont une opportunité extraordinaire pour établir une nouvelle approche de l'investissement public basée non seulement sur la croissance et les revenus, mais aussi sur l'accessibilité et la qualité des services de base. Un nouveau sentiment d'appartenance à l'Union européenne pourrait naître d'un tel changement. Enfin, et surtout, l'économie fondamentale ne peut pas appuyer sur les philanthropismes privés et sur les luttes sociales, mais elle a besoin d'un système fiscal hautement progressif qui s'attaque également à l'accumulation excessive des revenus et des patrimoines. Une question décisive, bien sûr, est la variabilité politique du renouveau fondateur. Quelles sont les forces politiques capables d'entreprendre ces programmes après 3 décennies de nouveau réformisme libéral, alors que la confrontation politique est à l'extrême et que le consensus politique est vraiment instable. De notre point de vue, la fragmentation politique actuelle peut également être comprise comme une opportunité de développer une approche politique pragmatique
pragmatique pour construire des alliances, non pas basées sur des questions idéologiques, mais sur la base d'intérêts communs dans le renouvellement d'une plateforme concrète pour le bien-être collectif, comme cela s'est produit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La crise du Covid-19 s'avère à la fois difficile, mais elle mobilise également des ressources, créant des opportunités pour éteindre une infrastructure mondiale de services essentiels. Le rôle des organisations intermédiaires est déterminant dans la construction d'alliances pour un renouvellement fondamental. Les syndicats jouent un rôle particulier dans ce contexte, car ils sont la plus grande organisation démographique des travailleurs. Ils peuvent défendre les travailleurs dans leur secteur, qui sont souvent mal protégés. Ils peuvent promouvoir des changements dans la réglementation de l'emploi, essentiels dans ces renouveaux, comme la réduction du temps de travail. En outre, les syndicats peuvent jouer un rôle important dans la promotion de la qualité des biens et services, comme la qualité de vie des citoyens. En effet, les syndicats s'acquittent de plus en plus de cette tâche, surtout depuis les crashs financiers de 2008. Ils ont expérimenté des méthodes de gestion des conditions de vie des travailleurs, des citoyens par l'inclusion et la cohésion sociale. Évidemment, les modalités sont différentes selon les pays, selon les différentes traditions nationales, les différents types de collaboration sociale, les campagnes nationales et locales pour la défense des services et des biens publics, les coalitions avec les organisations à but non lucratif, les mouvements sociaux, etc. Notre proposition, à laquelle nous avons consacré un projet de recherche avec la participation de la Confédération européenne des syndicats, est que cette multiplicité d'actions puisse être la base d'un effort commun pour les renouveaux de l'économie fondamentale et comme base pour la protection du revenu et la qualité de vie des travailleurs et des citoyens. En tant que collectif d'études, nous avons un riche programme de recherche pour l'avenir. Nous espérons que certaines de nos questions pourront susciter des débats aujourd'hui et à l'avenir. Premièrement, il y a un problème politique spécifique. Comment un homme politique peut-il s'impliquer dans des questions à moyen et long terme alors qu'il est soucieux de maintenir un consensus très fragile à court terme? Des plans à long terme et des récifs forts pourraient-ils constituer une nouvelle base pour une action politique? Cela a probablement à voir avec l'avenir de la social-démocratie dans l'Union européenne. Deuxièmement, comment pouvons-nous renforcer les capacités administratives des États et des gouvernements locaux pour résoudre des problèmes complexes? Le déclenchement de la pandémie a révélé toutes les difficultés auxquelles tous les États-nations sont confrontés lorsqu'ils ont renoncé à une grande partie de leur capacité d'agir et de réglementer. Et ces difficultés aujourd'hui sont l'un des moteurs de la diffusion du Covid. Troisième point, restaurer la capacité d'action publique pour renouveler l'économie fondamentale nécessite de s'attaquer aux tendances de privatisation, d'externalisation, des partenariats publics et privés. Ces atouts ne sont pas simplement un vidage de l'État, mais un entrelacement continu de l'autorité publique sur les marchés, la liberté du marché dans la sphère publique. Et il bénéficie toujours d'un consensus bipartisan dans les forces politiques. Comment pouvons-nous alors stimuler un redressement à court terme? Quatrièmement, le grand nombre d'expériences de renouveau social dans l'économie fondamentale à l'échelle locale est absolument encourageant. Mais comment pouvons-nous travailler à différents niveaux, local, national, supranational? Encore, nous impliquons les syndicats car ils ne sont pas seulement la plus grande organisation intermédiaire de l'Union européenne, mais probablement la plus articulée sur une base territoriale avec une forte coordination nationale et supranationale. Voilà pourquoi nous pensons que les syndicats peuvent être un pilier du bien-être fondamental et sans doute l'économie fondamentale peut être un point de référence pour les actions syndicales dans les pays occidentaux. Merci. Comment pensez-vous que la durabilité peut s'adapter à l'économie fondamentale? Quel rôle pour les syndicats? Substantial comment. I was really En premier lieu, une observation plus substantielle. J'ai été vraiment surpris que le changement climatique soit abordé de manière si vague. Le changement climatique, comme dans la proposition des programmes et la présentation, revient en plusieurs reprises. On a dit de son importance, mais il me semble qu'il est traité comme un problème technique. In a publication and energy system. I think it's
Je suis surpris que la réflexion ne commence pas précisément par le changement climatique et tout ce qui va suivre, non seulement dans les aspects techniques, mais sur la consommation, les préférences, la croissance, etc. Nous verrons des transformations. Nous pouvons penser à Yang Guk qui s'occupe de cela, la différence entre les désirs et les besoins. Le désir est que nous voulons tout et le besoin est différent et se connecte à votre proposition. You want everything. That's what we want everything. Is that the liberal mantra, but the needs are rather different and linked with your proposal. Certainly, we like when you say that trade unions are important and that organized labor, as you say in your manifesto, which means there is disorganized labor too, and now we have to think about disorganized labor, are important. But when you see public services, it's perhaps a little bit more complex because if you take all the debate, J'ai certainement apprécié ce qui a été dit sur l'importance des syndicats et du travail organisé, mais la question devient plus complexe en ce qui concerne les services publics, y compris les services universels de base. Il s'agit de collaborations, d'auto-organisation, d'associations locales. D'un autre mode d'organisation, on ne se réfère pas nécessairement aux services publics où nous savons que les syndicats sont importants. Et à ces propos, j'ai apprécié la présentation très positive faite sur les syndicats, mais j'aimerais aussi entendre un avis un peu plus critique. Comment pouvons-nous améliorer les services fondamentaux de la vie quotidienne? Thank you, Marco, and thank you so much for inviting me here as a discussant. Merci Marco, merci beaucoup pour l'invitation à participer en tant que conférencier. Je vous promets de ne soulever qu'une seule question, car je pense que vous en avez déjà beaucoup. Je voudrais dire que j'ai vraiment aimé ce qui a été dit, et peut-être aussi à cause de la pandémie, que beaucoup d'entre nous ont pris davantage conscience des choses qui comptent et que nous avons apprécié plus, comme les soins de santé, l'instruction, la recherche scientifique. J'ajouterai la culture, l'accès à la nature et le contexte social. Nous avons également besoin d'une nouvelle approche d'investissement public sur ces questions fondamentales. Et c'est aussi un peu au centre de ma réflexion, c'est-à-dire comment attirer davantage l'attention sur les routes multiples que sont les services publics et l'éducation, un domaine que je sais mieux. Nous devrions remettre au centre de notre action publique, réévaluer les concepts qu'il ne s'agit pas seulement de remédier aux effondrements des marchés, mais de créer de la valeur, d'amener l'agenda de transformation. Par exemple, l'économie durable, dont nous avons besoin et dont nous débattons ces jours-ci. Ce qui a été dit lors de ces débats, c'est qu'il est absolument impossible de trouver une issue non seulement à cette crise, mais aussi aux crises multiples dans lesquelles nous nous trouvons, crise sanitaire, sociale, économique, climatique, si nous prétendons juste avoir trouvé une solution. Nous avons entendu d'énormes problèmes, des crashs, des marchés, plutôt que de soutenir une action publique forte. Et c'est ce qui s'est passé depuis la crise financière de 2008. Et quand il y a eu action publique, au moins au cours des 3 dernières décennies, on a entendu maintes fois beaucoup d'inquiétudes. Cela pourrait être trop, cela pourrait être intrusif, cela pourrait exclure des entreprises commerciales et ne servir pas les marchés efficacement. These 2 days fit very well into the current debate on, and Dina mentioned it yesterday. Je pense que ces 2 jours de réflexion cadrent très bien avec les débats en cours d'une meilleure reconstruction. Ce qui est très clair pour beaucoup maintenant, c'est que la dernière chose que les gens et la communauté veulent voir est de revenir à une situation normale qui n'a pas fonctionné. La pandémie a révélé l'échec d'années de privatisation, d'externalisation
concentration, d'exclusion des investissements publics, d'austérité dans l'action publique. La vision des agents de la fonction publique que nous apprécions, même en tant que citoyens, depuis des semaines, conduit à un changement radical des priorités, non seulement en tant qu'investissement, mais aussi comment le bien commun est défini pour les citoyens, lié à la volonté du gouvernement et la protection des plus vulnérables. Il est dommage de se rendre compte que, malgré tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, même dans les sièges importants, les débats en cours sur les politiques proposées sur la façon de reconstruire pour le mieux est toujours freiné par les suppositions habituelles, anciennes et inchangées. Des solutions à courte vue, à savoir que l'on ne peut accroître l'accès aux biens publics qu'en s'ouvrant à l'offre du secteur privé. C'est une solution qui, en tant que Confédération européenne des syndicats et Global Education Federation, nous combattons depuis de nombreuses années maintenant. Cette solution n'augmentera pas l'accès nécessaire ni l'équité dans la fourniture des services. So this is the first faulty assumption that I believe we need to challenge if we want to empower public services, that the private better delivers public goods, or say d'alternative. C'est la première prémisse que nous devons remettre en question si nous voulons améliorer les services publics. Le secteur privé fournit des biens publics mieux que le public. Et comme tous les participants l'ont dit jusqu'à présent, la deuxième prémisse qu'il faut remettre en question concerne les travailleurs essentiels, les infirmières, les assistants, les sujets passifs, les figures qui au mieux seront maximisées, mais qui ne sont pas considérées comme essentielles par les professionnalismes. Subjects, or in the best case scenario, resources to be maximized. La valeur qu'ils apportent à la communauté est dans tout plan d'amélioration du système de services publics. Have for the communities they serve to any plan to improve public service systems. Ces points sont essentiels pour moi car ils aident à identifier la vraie question que je voudrais partager, qui signifie valoriser les travailleurs clés et les travailleurs essentiels. To value key workers and essential workers. Comment nous finançons, comment nous voyons, comment nous modélisons, comment nous fournissons des ressources aux institutions essentielles où les travailleurs essentiels sont employés. Et surtout, comment nous valorisons les biens publics, même en l'absence des prix des marchés. Pour moi, ce sont les limites des modèles économiques actuels. En gros, nous avons mis dans le PIB ces services qui ont un prix des marchés. Mais nous ne savons pas comment valoriser, par exemple, une société plus instruite, ou des gens qui peuvent penser de manière critique, ou sont en meilleure santé, plus tolérants ou plus inclusifs. Je veux donc dire que nous ne savons comment attribuer une valeur que lorsque nous devons la payer. Et nous payons pour les services collectifs, l'instruction, les hôpitaux, la santé, mais en fait, nous payons en termes d'input, donc les salaires d'un enseignant, d'une infirmière, mais nous ne savons pas comment évaluer les rendements. L'ironie est que de cette façon, nous ne regardons que les côtés des coûts, mais nous n'avons pas été en mesure de mesurer la valeur générée par un système un bien structuré et ingénieux. Un système qui ne sait pas mesurer certaines valeurs ou valoriser ses travailleurs, ses professionnels, et est aussi un système qui manque de la vision de l'État et aussi du rôle de l'État, où beaucoup, en effet, tous ces services publics sont basés. Donc, ce que nous entendons depuis des décennies ou au cours des 3 dernières décennies, c'est que l'État a trouvé la meilleure solution pour résoudre les défaillances du marché, en créant un environnement favorable à l'investissement ou en résolvant les problèmes du secteur privé, ou peut-être simplement en finançant les besoins de base comme les écoles, les infrastructures, les routes. Mais la vraie valeur est en fait créée ailleurs, c'est-à-dire sur les marchés, et ce récit est également devenu d'une part une justification. Pourquoi devrions-nous dépenser et investir dans les institutions publiques elles-mêmes? Et de l'autre, c'est devenu une sorte de prophétie qui se réalise. Si nous ne pensons pas que les services publics créent de la valeur et que la valeur réelle provient du marché et dans les marchés, alors il n'y a absolument aucune raison de penser à
ce que sont non seulement les investissements, mais aussi les connaissances, les compétences, ressources, etc. C'est ce qu'il faut inclure dans le système pour créer de la valeur. Cela va bien au-delà de l'investissement. Il y a beaucoup de secteurs que l'on voit maintenant avec le recovery plan, avec les financements publics reçus. Mais si on ne remet pas au centre de l'économie le rôle de l'État, non seulement en tant que filtre, mais avec la notion de valeur des biens publics et du gouvernement agissant dans l'intérêt de la majorité, ces investissements pourraient risquer de ne pas contribuer à l'objectif ou simplement échouer. I would just add, for the sake of completeness, that the privatization or service outsourcing trends, cost-shifting mechanism, or anything that we've witnessed in the many years we've been doing. Je voudrais ajouter que la privatisation, l'outsourcing, les mécanismes des coûts ou tout ce dont nous avons été témoins pendant plusieurs années et étudiés ici à l'éducation internationale, au CES, et la famille des syndicats, ces tendances sont l'effort continu et intentionnel de certaines parties destinées à saper la confiance de la population dans l'action publique et dans la capacité des gouvernements à fournir de manière efficace ce dont les citoyens ont besoin et c'est dans leurs droits, au point que les gouvernements sont également perçus comme le problème plutôt que de blâmer les inégalités économiques ou les injustices sociales. Avec la pandémie, il est clair que toutes les inégalités en termes d'accès et de fourniture des biens publics se sont accentuées et sont devenues encore plus visibles, ne peuvent plus être ignorées. Repenser les rôles de l'État et des services publics à l'époque Covid dans cette situation est vraiment essentiel. Je conclue par quelques suggestions qui résument un peu ce qui a été dit sur une reconstruction pour le mieux. D'abord, apprendre des échecs passés, promouvoir un système de services publics de qualité qui peut ouvrir la voie à tous, riches, pauvres, les femmes, les migrants, les personnes en situation de handicap, et tout ce que nous pouvons ajouter, avec un État ou un gouvernement public agissant dans l'intérêt de la majorité. Puis, un deuxième point, remédier au manque de confiance publique et plutôt en considérant les institutions comme des usines de valeurs, même si elles peuvent ne pas être acquises dans les calculs du PIB, supprimer l'idée que les travailleurs du service public sont passifs, mais les approcher, les impliquer avec un dialogue social constructif pour que les travailleurs soutiennent la réforme du système public, car c'est sur cela que se construit une fonction publique forte. Merci. Quelle est votre réaction aux questions soulevées par nos intervenants? Okay, so first of all, thank you very much to Philippe and Paola for the comments. They were really very good comments, and we can't possibly cover all of the points you raised, but they're very, very clear and helpful. So I'll cover some of the comments, and then Angelo, I think, will be able to cover some of the others too. So just to start with some of the questions that Philippe posed, I think yes, he made some very good observations, and a lot of these are points of things that we are. Pour commencer, une des questions posées par Filippo, qui a fait d'excellentes observations, et beaucoup sont des questions sur lesquelles nous luttons. Notre groupe de recherche est composé pour la plupart d'universitaires, et ce que nous avons essayé de faire est d'amener la pensée académique à l'économie au sens large, associée à des questions politiques et pratiques. Politics and practical issues. And it's challenging because I think we're all a little frustrated at being academics and just talking to other academics. We really want to make this a kind of Il y a un sentiment de frustration à être des universitaires et à ne parler qu'avec d'autres universitaires. Nous voulons en faire un dialogue et c'est difficile car impliquer des politiciens est difficile. Nous parlons des langues différentes. Nous avons différentes approches des problèmes, mais nous sommes persistants et en dialogue avec les politiciens au niveau local et national pour mettre en œuvre certaines de ces idées directrices. Nous n'avons pas le temps de discuter ici de quelques exemples, mais on s'engage même avec difficulté. But of course it's difficult.
Je pense que tu as fait une observation juste en identifiant qui sont tes amis, à la fois les revenus de base universels et les services de base universels. Ce sont deux questions très importantes. Les revenus de base universels ont une plus grande résonance en ce moment. Je pense qu'il y a des arguments très forts en faveur des revenus de base. Et l'un des problèmes clés est que fixer les revenus à lui seul ne résout pas les problèmes du bien-être. Si on n'a pas accès à un logement ou à une nourriture de bonne qualité, alors ce que nous voyons, c'est que les revenus de base universels seuls, ce n'est pas une solution et bien sûr, cela implique toute une série de problèmes négatifs. Nous ne sommes pas contre la RUB, mais nous disons qu'en réalité, la question est beaucoup plus large. De ce point de vue, les services universels de base nous donnent des informations vraiment utiles pour nous concentrer sur les services clés. Nous sommes en dialogue avec des chercheurs travaillant dans les services de base universels, donc je pense que nous sommes bien conscients que nous sommes une sorte de compagnons de voyage et que nous devrions probablement garder notre position un peu plus claire. Une chose d'instinct dans ce que nous faisons est liée à l'une dernière question. Nous sommes très préoccupés par les modèles commerciaux. Non seulement nous avons besoin de ces services, mais il faut savoir comment ils fonctionnent, comment nous les finançons, quelles sont les implications pour les organisations professionnelles en termes de qualité des services et de qualité du travail. Nous nous sommes vraiment concentrés, essayant de descendre en dessous de l'activité, pas simplement d'en faire un cas, mais en essayant de comprendre comment elle est structurée et ce qui peut être fait différemment. Sur la question du changement climatique, je suis tout à fait d'accord. À certaines occasions, nous n'avons pas accordé suffisamment d'attention au changement climatique et à l'urgence environnement. Et c'est une question sur laquelle nous avons essayé de travailler dur, même à travers des discussions avec des personnages comme Ian Goog. Je suis contente que tu en as parlé. Je pense qu'ici, nous revenons à la compréhension des services de base, comme s'ils étaient de nature collective. C'est la clé pour résoudre une partie du problème. Nous devons nous passer de certaines actions privées, comme conduire nos voitures, et faire plus de choses collectives, car elles ont moins d'émissions de carbone. Mais c'est une question compliquée. Ici, nous nous connectons au concept de délibération et d'implication des gens. Si on demande aux gens ce qu'ils veulent, dans la plupart d'entre eux, la réponse est assez schizophrène. Bien sûr, nous voulons de l'air pur, mais nous voulons aussi conduire nos voitures. C'est un véritable combat pour nous de développer une façon de penser l'économie dont nous avons besoin et comment nous pouvons faire une transition en termes de liberté et de façon personnelle d'agir. D'un point de vue constructif, nous devons accorder de l'importance au concept de collectivité, de culture, d'infrastructures sociales, des choses que nous avons convenu d'être très importantes. Sur ce point, je suis entièrement d'accord. Souligner la valeur de ces choses et essayer d'équilibrer collectivité et sociabilité. Essayer d'expliquer les concepts de consommation privée comme les transports. Repenser notre façon de construire nous permettra d'y arriver. Nous comprenons que ce sont de grands défis. Thank you, Julie. I think that Julie has... Je pense que Julie a pleinement répondu à vos commentaires qui sont absolument intéressants et importants pour notre débat. Je voudrais simplement ajouter que j'ai apprécié l'observation de Paola. Nous devons donc valoriser et accorder de l'importance aux biens et services pour lesquels nous ne payons pas. I very much appreciated the observation from Paola that we should find a way to give value, to appreciate what the goods and services that for which we don't pay. This is one of the main obstacles when we think about. C'est certainement l'un des plus gros obstacles quand on pense au renouvellement de l'action publique. En ce sens, je crois que l'approche de l'économie fondamentale est peut-être un récit fort pour justifier et légitimer les concepts que ce qui n'est pas payé chaque jour par les citoyens ne doit pas être valorisé. Peut-être adopter ce type de perspective sur l'importance du fondamental, du collectif est non seulement nécessaire pour faire face aux changements climatiques et aux urgences environnementales, mais aussi pour relégitimer les interventions publiques. L'idée que l'intervention publique n'est pas forcément moins efficace et efficiente que les privés.
emergencies, but also for re-legitimating public action and re-legitimating the idea that that the public intervention is not necessarily less efficient and less effective than the private one. So I absolutely agree that the state is not just to be understood as a fixer, but should be rethought as a Je suis tout à fait d'accord que l'État ne doit pas seulement être vu comme un solvaire, mais doit être repensé comme le sujet de la construction d'un nouvel équilibre social. What should I add? Que puis-je ajouter d'autre? Julie a déjà répondu aux principales questions. Je pense que c'est vrai que nous n'avons pas encore traité les problèmes du changement climatique, mais cela est principalement dû au fait que nous sommes nombreux à être des chercheurs issus d'une étude liée à la financiarisation des entreprises, non directement impliqués dans les questions de durabilité environnementale, etc. Many of us are people, researchers coming from studies on the financialization of companies. Mais notre engagement au cours des 2 dernières années a été de développer également cet aspect de l'économie fondamentale, car nous croyons fermement qu'insister sur la valeur de la communauté est une étape importante dans la lutte contre le changement climatique et l'urgence environnementale. We believe that the insisting on the importance of the collective is a fundamental step towards tackling the climate change and environmental emergency. Merci Madame Fraude, Monsieur Salento, Monsieur Pochet, Madame Camilli. De cette séance, nous apprenons que les plans de relance doivent favoriser les investissements publics qui renforcent les services de base, donnent accès aux services collectifs et offrent aux citoyens un nouveau sentiment d'appartenance à l'Union européenne. L'impact sera mesuré en calculant la valeur que les services publics et collectifs et les infrastructures clés ajoutent au bien-être et à la résilience socio-économique des populations. Les familles doivent pouvoir compter sur un revenu adéquat et une gamme complète de services et de biens essentiels à leur bien-être quotidien, y compris une garantie européenne pour les enfants. Une nouvelle gouvernance sociale et économique de l'Union européenne doit être basée sur la durabilité, la qualité de vie, garantissant des ressources pour les services publics fondamentaux et des bases et provisoires. L'État et les institutions de l'Union européenne doivent trouver une nouvelle centralité qui assure des réponses concrètes aux besoins des personnes qui souhaitent vivre une vie de qualité. Les dialogues sociaux et en particulier les syndicats sont essentiels pour intensifier la diffusion des politiques au niveau local, national et supranational.